Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder l'enregistrement d'une séance de questions et réponses que j'ai fait dans le cadre d'un événement public le 11 janvier 2020 à Manorgnon. J'espère que mes réponses te seront utiles. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Bon, on va commencer. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous d'être venus participer à cette séance d'information dans le cadre de notre événement Fitness et Nutrition. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'opportunité de faire quelque chose comme ça dans un grand magasin comme Manor. Donc tout d'abord, j'aimerais remercier M. Marek Dabrowski, le directeur du Manorgnon, qui a fait en sorte que cet événement soit possible aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, je suis coach sportif, préparateur physique aussi avec le rugby à Nyon. Et ce que j'aimerais faire avec cette petite demi-heure qu'on a ensemble, plutôt que de vous faire un grand discours dont vous ne vous souviendrez certainement pas, je vais essayer de faire un maximum de questions-réponses pour que vous puissiez tous repartir aujourd'hui avec une ou deux informations que vous pouvez ensuite appliquer à vos situations et, je l'espère, atteindre vos objectifs en 2020. Donc, pour commencer, pour faire une petite idée, combien d'entre vous se sont fixés des résolutions pour 2020 ? À main levée. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Des vraies résolutions. Voilà. La question c'est, qu'est-ce qu'une vraie résolution ? Donc on a à peu près 60%, 70% des gens ici qui ont fixé des résolutions pour 2020. Maintenant, de ces personnes-là, et là je vais vous demander un petit peu d'honnêteté, qui est-ce qui a pris le temps de s'asseoir et d'écrire soit sur papier, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, les objectifs en détail, de manière quantifiable, avec des échéances, avec une date limite avant laquelle vous devez atteindre vos objectifs? Ouais, moi presque. Presque. T'es arrivé jusqu'où? Il a ouvert le papier, non, mon but c'est d'arrêter. Il a perdu le stylo. D'accord. Ouais. Et puis, du coup, j'ai pris une grosse bouteille vide, Ouais. genre que j'avais chez moi, Ouais. et j'ai mis stop clope. Ok. À chaque fois que je m'achetais un paquet de clopes, je mets l'argent dedans. Ok. Et puis du coup, comme ça me fera. Ok. l'argent, Ça c'est bien. C'est un bon petit, une bonne petite idée. Donc, s'il y a une chose que vous retenez de la séance d'aujourd'hui, c'est la chose suivante, c'est que les résolutions c'est bien, mais que les objectifs c'est mieux. Et ce que j'entends par objectif, c'est définir des objectifs qui vous sont spécifiques, qui sont personnels, propres à votre situation, qui sont quantifiables, donc on peut mesurer pour faire en sorte qu'on sache si on fait du progrès ou pas, et avec aussi une date avant laquelle on veut atteindre cet objectif. De cette manière, on peut ensuite échelonner de petites échéances, avoir des actions qu'on peut prendre au cours du temps pour ensuite atteindre ces objectifs. Donc, on va passer directement aux questions pour vraiment essayer de faire en sorte que vous ressortiez avec le plus d'informations possible. Donc, qui voudrait commencer ? Karen, tu avais une question ? Vas-y. Qu'est-ce que je pense du body pump ? Alors, je pense que c'est très bien en termes d'activité physique générale. Je pense que c'est super au niveau cardio. Ça va t'aider à te développer au niveau du renforcement musculaire aussi jusqu'à un certain point. Mais après, du fait que c'est dans un contexte de assez haute fatigue quand même, parce que tu le fais plus ou moins en continu, au bout d'un moment, tu ne vas plus pouvoir monter en termes de charge. Et donc, tu vas voir un plateau à un moment donné en termes de tes progrès, en termes de renforcement, à cause justement du fait que tu es plus dans un environnement cardio et de fatigue, plutôt que d'être reposé, pouvoir faire une série, ensuite te reposer et refaire une série derrière. Donc je pense que c'est bien, encore une fois, jusqu'à un certain point. À un moment donné, il faut peut-être penser, par exemple, si tu fais 3 séances par semaine, en faire 2 body pump et ajouter une plus spécifique renforcement, où là tu fais des séries de peut-être, tu peux commencer à 15-20 répétitions sans problème, mais où tu vas monter un petit peu plus en termes de charge, où tu vas te reposer entre les séries et ensuite refaire plus de séries derrière. Ça répond à ta question ? Super. Ensuite, vas-y. Je voulais savoir pour la musculation, Oui. c'est quoi l'idéal, le juste milieu entre s'épuiser et faire des progrès, le nombre de séances que je dois faire. Donc le nombre de séances par semaine pour faire des progrès en termes de musculation. Parlons pas de grosses séances de musculation, mais style 20 minutes tous les matins. 20 minutes tous les matins et tu as des poids à la maison, tu as quelque chose pour faire du travail là-dessus. Donc 20 minutes tous les matins, tous les jours, tu veux dire, ou Je me dis justement, si je fais tu veux savoir combien de fois par semaine? Ouais. Alors, 20 minutes, c'est pas très très long. Donc ce que tu pourrais faire, c'est, si tu veux le faire tous les jours, tu peux. Par contre, je pense qu'il faut commencer à penser à comment tu vas planifier tes séances.
Par exemple, le lundi, par exemple, tu vas peut-être faire plus bas du corps. Tu vas te focaliser là-dessus pendant 20 minutes pour pouvoir vraiment progresser et peut-être même juste choisir 2 ou 3 exercices et vraiment te focaliser là-dessus pour faire pas mal de répétitions, pas mal de séries sur ces exercices spécifiquement et pouvoir monter au niveau de la charge. Le mardi, tu peux faire haut du corps et tu peux alterner comme ça sur la semaine. Tu peux même faire lundi bas du corps, mardi haut du corps, mercredi sangle abdominal et puis comme ça tu peux répéter ça 2 fois sur la semaine, ça te fait 6 jours. Tu fais ça 2 fois dans la semaine et comme ça tu peux voir ce que ça t'amène au niveau des progrès. Je pense faire tous les jours la même chose, déjà ça va devenir vachement répétitif. Il y en a qui le font, hein, et il y en a qui s'en sortent très bien avec ça. Mais pour avoir un petit peu de variété au niveau du programme et puis pour, je pense, pouvoir progresser de séance en séance, te laisser 2 ou 3 jours entre chaque séance, c'est pas une mauvaise idée. José? Rien du tout? Ok. Tu sais déjà tout, c'est bien. Tim. Combien de day off tu conseilles par semaine si justement dans le cadre où on a les 2 entraînements de rugby Ouais. et on veut encore caler des séances de muscu entre Ouais. deux, combien de jours de repos il faudrait avoir pour garantir du 100% Pour progresser. par exemple, pour progresser, puis Ouais. garantir aussi quand il y a du match Ouais. un 100% d'efficacité au match. Ouais, donc la question c'est combien de jours de repos il faut dans la semaine dans un contexte d'entraînement de rugby où on s'entraîne mardi, jeudi soir et on a les matchs le samedi ou le dimanche et comment intercaler d'autres sessions dans ce système-là en fait, dans ces plages horaires. Donc moi ce que j'essaye de faire c'est toujours garder ton mardi, ton jeudi et ton jour de match, prenons le samedi par exemple, garder tes 3 jours intenses de la semaine. Okay, donc tu vas essayer de regrouper le maximum de ton travail de haute intensité dans ces jours-là. Donc par exemple, le mardi soir et le jeudi soir, tu es déjà sur le terrain avec l'équipe. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de faire une grosse séance à midi. Une grosse séance de fitness à midi, le mardi et le jeudi. Okay, histoire de vraiment condenser ce travail de haute intensité. Et ensuite, ton lundi, ton mercredi, tu peux faire un petit peu de cardio basse intensité, un petit circuit avec des poids, tu peux aussi, tant que ça reste, on va dire, en dessous de 70% de charge maximale par exemple. Plus en format cardio, tu peux faire du stretching, tu peux faire ces choses-là, un petit peu de travail additionnel. On fait aussi pas mal de travail au rugby avec tout ce qui est de travail sur les chevilles, travail sur la nuque pour les premières lignes. Donc ça, tu peux intercaler dans les jours de basse intensité lundi, mercredi. Ensuite, vendredi, en général, tu vas prendre un jour de repos. Samedi, tu as ton match. Et après, dimanche, derrière, moi, je recommande un jour pas de repos complet parce que le plus tu peux faire en termes de mouvement, le plus vite tu vas récupérer. Et donc, faire un cardio super tranquille le dimanche ou faire une séance dans la piscine même, tu te promènes juste dans l'eau, tu bouges un petit peu histoire de faire circuler le sang. Ça peut t'aider avec la récupération. Donc, après, encore une fois, ça dépend de tes objectifs, tes disponibilités dans la semaine. Mais si tu arrives à intercaler 2 sessions de muscu ou de renforcement en termes de force, puissance, etc., le mardi midi, le jeudi midi, tes sessions cardio lundi, mercredi, et ensuite récupération dimanche. Et après, vu que nous on a aussi des matchs le dimanche des fois, tu ferais tes cardio mercredi, vendredi, et ensuite tu ferais ton jour de repos actif le lundi. Ok, donc idéalement, il faut toujours adapter ta semaine par rapport à tes jours d'intensité qui sont les mardis, jeudis et samedi ou dimanche. Ok. Monsieur, dame, je vous invite à prendre place, il reste 2-3 chaises. Venez seulement. Vas-y. On parle d'intensité, de day off, etc. Ouais. Je pense qu'il y a un autre aspect, c'est l'horizon temporel que tu as en termes de progrès, que ce soit esthétique ou pas. Ouais. Quel est ton conseil pour avoir cette régularité d'entraînement sur 3, 4, 6 mois Ouais. ou même plus? Ouais. Et peut-être que tu vois un progrès, encore une fois, esthétiquement parlant ou Ouais. juste au niveau cardiovasculaire ou quoi que ce soit, Mhm. mais vraiment te motiver jusqu'au bout et que tu travailles sur le long terme. Donc comment rester engagé sur le long terme sur ton programme? Voilà, parce qu'en fait c'est un peu ingrat quand on s'entraîne pendant 3-4 mois, on voit pas de Ouais. résultats, on se Ouais. sent mieux, Ouais. on voit pas de résultats. Ouais. Donc quel est ton conseil pour Donc déjà, c'est fixer des objectifs qui sont à moyen et à long terme. Donc 3 mois, 6 mois. Comme j'ai dit avant, fixer des objectifs qui sont précis, quantifiables et que tu peux mesurer au niveau de la durée. Et ensuite, ce que je fais avec mes clients, ce qui est, tu le sais, parce qu'on travaille ensemble, le dimanche, tous les dimanches, on se pose, on prend 5 minutes et on regarde ton planning de la semaine qui vient et on essaye de placer les séances prévues dans ta semaine.
de façon à ce qu'on rate le moins de séances possible. Et s'il s'avère que tu pars en voyage pour le boulot ou tu n'es pas là et qu'on doit ajuster le programme, ce n'est pas un problème, on ajuste le programme et en gros ton objectif de la semaine devient de simplement faire les séances que tu as planifiées pour cette semaine-là. Plutôt que de se dire « Ah mais au début on avait dit 5 par semaine et là j'en fais que 3, je ne fais pas ce qu'il faut, etc. » Et après, c'est simplement faire un suivi, encore une fois, de tes objectifs. Donc tous les mois, tous les 2 mois, on prend les mesures corporelles, on se pèse, on prend des photos, on regarde au niveau des performances aussi de tout ce qu'on suit comme exercice, si tu fais des progrès ou pas. Et là, ça nous permet de voir si tu fais des progrès ou pas. Après, si tu plateaux sur 1 ou 2 choses sur lesquelles tu voulais travailler, il faut reprendre le programme en entier et regarder ce que tu fais. Donc par exemple, si c'est au niveau esthétique, il y a une partie aussi, tu peux seulement t'entraîner tant de fois dans la semaine. Dans notre cas, tu as le mardi, jeudi soir, tu as déjà tes entraînements de rugby, tu as le match le week-end. Tu fais 2 séances le mardi, jeudi comme on disait avant, tu fais tes 2 séances cardio lundi, mercredi. Tu ne peux pas vraiment t'entraîner plus. Donc si après par exemple, tu as un petit peu plus de masse graisseuse que tu voudrais, il faut commencer à se tourner vers la nutrition. Et là, c'est Karen qui pourra t'aider avec ça après. Et c'est ça, parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus brûler plus de calories. À un moment donné, il faut en consommer un petit peu moins. Et ce n'est pas aussi simple que plus de calories, moins de calories, mais dans les grandes lignes, ça commence par ça. Et après, il faut aussi regarder tout ce qui se passe au niveau du style de vie. Tu as le sommeil, consommation d'alcool, stress en général, qualité de nourriture que tu ingestes. S'il y a des problèmes au niveau allergie, au niveau sensibilité, au niveau de la nutrition, ça peut avoir un effet aussi sur combien de masse graisseuse tu restes sur toi ou pas. Donc j'espère que ça répond à ta question. Ouais, super. Ok, Kélian. Est-ce que le volume musculaire, est-ce que la prise de volume musculaire peut être nécessaire pour prendre de la force ou pas? Est-ce que la prise de volume musculaire est nécessaire pour prendre de la force? Enfin, pas nécessaire, mais est-ce que ça aide? Est-ce que ça aide? Alors, Une séance d'hypertrophie, enfin de faire une partie hypertrophie avant de faire une séance, enfin pas une séance, une partie force dans le programme. tu parles dans l'organisation temporelle de l'entraînement? 3-4 semaines d'hypertrophie, Ouais. avant de faire 3-4 semaines de force. Alors tu peux faire comme ça. Le seul problème en gros, c'est une périodisation en bloc. Hein. Tu parles de ça, donc tu fais un bloc assez général au niveau volume hypertrophie. Après tu vas force, après tu vas puissance. C'est dans cette idée-là. Alors c'est des modèles qui marchent très très bien quand tu as 1 ou 2 compétitions dans l'année et que tu as un sport qui est très très spécifique, par exemple l'haltérophilie, et que tu peux vraiment te permettre de faire 12 semaines d'entraînement avec un bloc de ça, un bloc de ça, un bloc de ça, pour ensuite terminer par une compétition ou une saison de compétition. Le problème avec par exemple le rugby, c'est que tu joues tous les week-ends. Okay, et un autre problème aussi, c'est que tu fais ton bloc d'hypertrophie, tu n'as pas vraiment travaillé sur la puissance, tu n'as pas vraiment travaillé sur l'explosivité. Ensuite, tu passes à la puissance, l'explosivité, tu vas avoir des beaux progrès là-dedans. Par contre, tu vas perdre, entre guillemets, ce que tu as fait avant. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est en fait de travailler en fait toutes les qualités physiques en même temps, tout en gardant en tête qu'il faut mettre en priorité ce que tu veux travailler à ce moment-là. Donc, par exemple, en pré-saison, on va faire beaucoup plus de cardio et on peut charger au niveau du renforcement musculaire beaucoup plus parce que tu n'as pas les matchs. Tu n'as pas besoin de récupérer des impacts, des entraînements et des matchs. D'accord? Donc, il faut penser comme ça en pré-saison. Et après, pendant la saison de rugby, ce qu'il faut travailler, c'est les qualités physiques que le rugby ne travaille pas. Parce que ce que tu travailles déjà, tu fais déjà pas mal de kilomètres pendant les matchs et pendant les entraînements. D'ailleurs, on l'a vu la saison dernière, les mecs, ils étaient plus fit en novembre, à la fin de la saison, qu'ils étaient au début, après une bonne prépa de 6-7 semaines. Donc, même pendant la saison de rugby, tu vas gagner en endurance encore. Donc ça, ce n'est pas une qualité que tu as besoin de travailler beaucoup plus, à moins que tu aies un petit peu de retard là-dedans. D'accord? Et donc pendant la saison, tu vas t'axer plus sur des qualités de, par exemple, la vitesse de pointe, qu'on essaie de travailler chaque semaine pour garder vraiment ces qualités d'explosivité. Et puis un tout petit peu de force à des pourcentages assez élevés, justement parce que en match, tu vas y toucher, mais un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que c'est plus intéressant de penser à l'entraînement globalement comme ça, plutôt que de penser en blocs séparés. Donc en gros, prends une qualité de chaque bloc et organise-les dans ta semaine. Par exemple, une séance, enfin, on fait un full body et par exemple, Ouais. le premier jour c'est squat, hypertrophie, deadlift, force et puis Ouais. développer couché, explosivité. On fait Mhm. une sorte de circuit par exemple. Enfin, c'est un tournus. Par exemple, si on s'entraîne le lundi, le Ouais. mercredi, ce sera, on tourne, genre, ce sera le développé couché, force, etc. Tu peux faire comme ça, même au sein d'une même séance au fit,
tu peux penser en fait à travailler toutes les qualités. Tu peux commencer, et on veut toujours commencer par ce qui est le plus demandant au niveau du système nerveux, on va dire, donc ce qui est le plus rapide, le plus explosif, donc par exemple travail de vitesse, ça va toujours passer en premier. Après, dans la salle de fit, on ne fait pas vraiment de travail de vitesse à proprement parler, donc tu vas commencer par ce qui est explosif, donc tout ce qui est des sauts, de la pliométrie, etc. Après, tu vas passer à ce qui est un peu plus lourd, mais toujours rapide, donc travail en puissance, donc des sauts, etc., mais lesté. Après, tu vas faire ton travail de renforcement pur en force, et derrière, tu peux peut-être faire un petit peu de travail accessoire, d'hypertrophie, etc. Donc, dans une séance, tu as travaillé presque toutes les qualités, à part le sprint et le cardio, que tu travailleras de toute façon pendant ton entraînement de rugby, tu as travaillé toutes les autres qualités qu'il faut. Et tu peux faire ça 2 fois par semaine sans autre, de façon à maintenir vraiment ces qualités. Et après, si par exemple tu veux faire une phase où tu veux développer plus l'explosivité, tu fais dans ton heure d'entraînement par exemple, au lieu de passer, tu peux passer 15 ou 20 minutes à travailler l'explosivité. Et après tu fais un peu de puissance et un peu de force derrière. Dans le sens inverse, si tu veux faire plus de force, tu peux faire 5 minutes même de plio, 5-10 minutes de puissance et après faire presque du renforcement derrière. Donc c'est plus intéressant d'échelonner comme ça, mais de garder toutes les qualités dans l'entraînement plutôt que de les séparer en blocs distincts. À quel public s'adresse le coaching personnalisé? Est-ce que c'est uniquement aux gens qui font déjà de la musculation? Est-ce que c'est aux gens qui débutent? Dans quel contexte tu dis? Dans le contexte de ce que je fais? De ce que tu fais. Toi, tu fais du coaching personnalisé. Ouais. Tu travailles avec quel profil? Donc les gens avec qui je travaille au niveau de mon coaching, tu parles plus en ligne ou en personne? Les deux. Les deux. Je travaille avec pas mal de populations différentes. Donc je travaille avec vous dans le contexte du rugby, donc préparation physique, tout ce qui est sur le terrain et hors du terrain, dans la salle, etc. Je travaille aussi avec des gens qui ne sont pas nécessairement axés sport, qui veulent simplement se remettre en forme ou gagner un petit peu en masse musculaire ou se remettre en forme, garder en cardio. Je travaille avec pas mal de populations différentes, autant en ligne que en personne. Voilà. Oui. Pour la petite séance de muscu du matin, Oui. si on l'a fait à jeun, Oui. c'est bien, ça va bien, c'est mieux. La petite séance de muscu du matin à jeun ou pas, Ouais. comme tu le sens. À un moment donné, tu peux le faire, mais à un moment donné, tu sentiras certainement qu'il te manque un poil d'énergie. Encore une fois, 20 minutes, c'est court. Donc c'est à toi de voir. Essaye. Mieux de faire une demi-heure du coup, parce que 20 minutes ça semble trop court. C'est pas nécessairement trop court. Ça dépend comment tu organises ta séance de 20 minutes. Mais essaye les deux et regarde si tu sens une différence. Si tu sens que tu pêches un petit peu au niveau énergie sur la fin de tes 20 minutes, ben, ce serait peut-être intéressant de manger quelque chose avant. D'accord? Le plus important, ça va surtout être de manger après, simplement pour refaire tes stocks d'énergie. Mais essaye les deux et regarde ce qui te convient le mieux. Peut-être t'échelonnes sur la semaine. Un, tu fais avec, un, tu fais sans. Et puis sur 2-3 semaines, tu vas peut-être commencer à ressentir des différences et puis te dire ah ça c'est mieux comme ça, ou tu vas peut-être au feeling au fur et à mesure et peut-être un jour tu te sens de manger avant, peut-être un jour tu ne te sens pas, puis tu peux le faire comme ça. Messieurs, mesdames qui sont un petit peu loin, des questions? Vas-y. Comment on connaît notre fréquence cardiaque maximale? Comment on connaît notre fréquence cardiaque maximale? Il y a des tests assez spécifiques que tu peux faire. Ça dépend un peu de la machine que tu veux utiliser, que ce soit un tapis de course, un rameur. Je n'ai pas les protocoles en tête, mais tu peux les chercher sans autre. En général, c'est des protocoles échelonnés qui te disent par exemple tu fais 2-3 minutes à une certaine inclinaison et une certaine vitesse, et toutes les 2 ou 3 minutes, tu montes d'un cran en termes d'intensité, tu montes d'un cran, etc., jusqu'à ce que tu puisses plus faire. Et pendant que tu fais ça, tu prends ton rythme cardiaque. Idéalement, les montres, ça devient de plus en plus populaire, ça marche assez bien, mais la technologie n'est pas encore au top. Ce qui reste le mieux, c'est la ceinture ici, avec le moniteur. Maintenant, tu peux les relier au téléphone assez facilement. Donc, avoir un moniteur comme ça pour prendre ta fréquence cardiaque et puis donc faire cet effort maximal. C'est pas les plus plaisants de trouver l'intensité maximale, mais en général, ouais, sur un petit test échelonné comme ça, tu vas pouvoir trouver ta fréquence maximale. Et un petit ajout à ça, ça ne fait pas partie de ta question, mais c'est intéressant aussi, je pense, de le savoir, c'est ta fréquence cardiaque de base, donc minimale, au repos. Voilà, donc ça, tu sors du lit le matin, tu t'assieds sur le bord du lit, tu attends 1 minute, et après tu peux prendre tes pulses comme ça, compter pendant 20 secondes, faire x3, et idéalement tu le fais après une bonne nuit de sommeil.
idéalement tu le fais 3 jours de suite et après tu fais la moyenne des 3. Donc comme ça tu as ton minimum et tu as ton maximum. Ok. Et ensuite, idéalement ta fréquence cardiaque de base elle est aux alentours de 60 ou en dessous. 60 c'est déjà vachement bien. Si tu es dans les 50, tu es top. Si tu es 57, c'est très très bien. Et après, si tu es dans les 40, c'est vraiment du assez haut niveau cardiovasculaire. Voilà. Résolution 2020, voilà. D'autres questions, Tim? À quelle fréquence ou à quel pourcentage de fréquence vous travaillez le cardio justement dans les séances à basse intensité pour avoir un travail quand même efficace? Donc combien de fois par semaine, la fréquence ou la durée? Fréquence cardiaque. À quelle fréquence cardiaque faire tes séances de cardio pour avoir un bon travail au niveau du fond donc. Donc idéalement ça va être minimum 20 minutes en termes de durée et essayer de rester entre, ça dépend un petit peu de l'âge après, mais en général entre 120, 125 et 145, 150, tu vas avoir ton meilleur travail au niveau du fond. Okay, et c'est difficile de faire trop. Si tu as vraiment pas mal de travail à faire dans ce domaine-là, si tu as tes pulses à 70 ou à 80 et que tu veux vraiment faire descendre ça, tu peux faire 2-3 séances par semaine, minimum 20 minutes, mais tu peux aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et il faut se dire que si tu restes à 120, 125, tu vas transpirer un peu, mais tu devrais pouvoir rester en conversation avec quelqu'un. Donc l'intensité n'est vraiment pas très haute et c'est vraiment la durée qui va faire que ça va t'amener pas mal. Et encore une fois, tu peux simplement prendre ta fréquence cardiaque à intervalles réguliers toutes les 3 à 4 semaines et tu vas avoir pas mal de progrès là-dessus sur assez court terme en fait. Et c'est aussi, ce qui est intéressant avec ce genre de travail, c'est que c'est très très simple à faire et que les retours ils sont assez conséquents dans le sens où ça va avoir un impact sur tous les autres types de travail que tu vas faire. Même ton renforcement musculaire, il est affecté par ton cardio, on va dire. Ta capacité à récupérer d'un effort, même s'il est très très intense, il est directement lié à ta base de cardio, à ton fond en fait. Donc le plus de fond tu as, le plus de travail tu peux faire en général, le mieux tu peux récupérer de tout le travail que tu fais et donc le plus de progrès tu vas faire. Donc tout le monde peut bénéficier d'avoir une bonne base au niveau du cardio. Donc d'être encore en mesure de parler, en gros, c'est plus ou moins la mesure de contrôle. Voilà, si tu ne prends pas tes pulses pendant l'effort, si tu commences à être essoufflé, tu ne peux plus faire des phrases, c'est que tu vas un petit peu trop vite, ralentis un petit peu et tant que tu peux discuter, tu es bien et tu peux continuer sur le moyen à long terme. Ok? Pardon, vas-y Mounir. On est Rodan. Moi j'avais une question assez spécifique parce que je fais un sport assez spécifique. Oui. C'est vrai que j'ai, fin de mes séances, j'ai toujours un tassement de la colonne. D'accord. Je suis toujours dans la même position. Ouais. Au bout d'un moment, en fait ma question c'était de savoir est-ce que je peux faire quelque chose avant ou après. Ouais. Ouais. C'est pour un peu prévenir ça ou protéger en fait la colonne du fait que ça se tasse. C'est vrai que ça fait mal à la fin. Ouais. Dans notre sport, on n'a pas forcément de conseils qu'on pourrait faire après ou avant. Alors avant, j'ai un coach qui me donne des conseils. D'accord. Ouais. Et donc ton sport c'est? L'équitation. Ton activité, l'équitation, ok. Donc dans le cadre de l'équitation, tu veux savoir qu'est-ce que tu peux faire pour t'aider un petit peu en fin de séance à pas avoir mal au dos, c'est ça? Voilà, pour pas ressentir mal de dos à la fin de la séance à cause de la position dans laquelle tu es pendant que tu es sur le cheval. Donc je pense que le travail le plus important que tu puisses faire, il va être en dehors de ces séances d'équitation en fait. Et c'est simplement un travail de renforcement au niveau de la sangle abdominale et des muscles profonds de la sangle abdominale. Il y a du travail très très simple que tu peux faire au niveau de la respiration même, qui t'aide à vraiment utiliser ta sangle abdominale au niveau assez profond. Et ça en fait, on pense à la sangle abdominale, on pense aux abdos ici, hein, mais en gros ce groupe musculaire ici, qui est joli à voir sur la plage, c'est le moins utile de tous. On a beaucoup de muscles qui sont ici, qui font vraiment tout le tour jusqu'à la colonne derrière. Et c'est ceux-là en fait qui vont nous aider à faire le lien entre les hanches et le torse et en fait protéger ta colonne. Ta colonne, elle ne devrait pas faire de travail entre guillemets, ça devrait être ta sangle abdominale qui fait le travail. Et donc si ta sangle abdominale n'est pas assez développée, pas assez forte, et ben, malheureusement ton dos il va commencer à prendre la surcharge de travail on va dire. Donc si tu peux faire du travail spécifique de renforcement au niveau de la sangle abdominale, ça peut être fait avec, comme j'ai dit, du travail de respiration. Le Pilates travaille beaucoup là-dessus aussi. Au niveau du yoga aussi, suivant la variante de yoga que tu pratiques, tu vas aussi développer ça. Et donc ça va te permettre de vraiment développer
une bonne base de force au niveau de la sangle abdominale qui va ensuite supporter ta colonne et faire en sorte qu'à la fin de tes séances, ton dos ne soit pas fatigué en fait. Donc moi, je commencerai par ça. Après, tu peux aussi faire un petit peu de travail au niveau mobilité, aussi encore une fois de la colonne, du bassin, etc. Et ça, le Pilates, c'est idéal pour ça parce que c'est vraiment beaucoup focalisé là-dessus, au niveau de la segmentation de la colonne vertébrale et de contrôler tous les petits mouvements. Ça peut être vraiment très bénéfique, donc je prendrais cette direction-là. Ouais. Mounir. Moi j'avais une question au niveau du cardio. Ouais. Comment mixer en fait les séances de foncier Ouais. et les séances de fractionné? D'accord, donc comment mixer les séances de cardio foncier et fractionné. Donc, moi je ne les mixerai pas, je ne les mettrai pas ensemble, je les ferai sur des jours séparés. Donc, dans un contexte par exemple rugby, où on a les entraînements mardi, jeudi, match le week-end, ton fractionné, si tu le fais, ce sera plus le mardi et le jeudi pour garder parce que ça va être plus, c'est pas de la basse intensité. En gros, ce que tu veux éviter dans l'entraînement en général, c'est de travailler au milieu. Okay? Tu veux travailler soit basse intensité, soit haute intensité, et tu veux éviter le milieu. Et donc, utilise tes jours de haute intensité pour faire ton fractionné et tes jours de basse intensité pour faire le foncier. Et à peu près, au bout de, je sais pas, un mois et demi de foncier, on peut commencer à faire du fractionné ou on peut dès le début mixer les deux? C'est bien d'avoir une petite base de foncier quand même. Ça dépend toujours d'où tu commences. Ouais, mais c'est toujours bien d'avoir une petite base de foncier avant de commencer à monter en intensité. Ce que tu veux, peu importe quelle qualité physique tu travailles, on veut commencer, surtout quand on parle du foncier, du cardio, tu veux commencer par du volume, tu veux commencer par la base et ensuite tu veux monter en intensité. Okay. Donne-moi juste 2 secondes. Ok, ensuite, monsieur. Dites-moi. Alors, manger avant ou après la séance de fitness. Alors, pour ça, je vous demanderai simplement d'aller voir Karen juste après, qui est notre nutritionniste aujourd'hui, qui pourra vous donner exactement les informations dont vous aurez besoin en termes de nutrition avant, après l'entraînement. Mais dans les grandes lignes, mangez un petit peu avant, mangez un petit peu plus après. Et encore une fois, pour les détails, Karen pourra vous aider plus spécifiquement. Robin. Fréquence d'entraînement, tu préconises, sachant que j'aimerais m'entraîner tous les jours, pas forcément physique, mais Donc mélanger. est-ce que pour l'instant, j'essaie de faire 3 jours d'entraînement actif, Ouais. et puis un jour de repos où je fais un peu de yoga, stretching et compagnie. D'accord. Est-ce que tu aurais une autre planification? Je reprendrai ce que j'ai dit avant en termes de, on va dire, le modèle que j'utilise pour le rugby, c'est de prendre 3 jours dans la semaine où tu focalises toute ton intensité. Donc tu as 3 gros entraînements dans la semaine où tu peux vraiment y aller au niveau que ce soit renforcement musculaire, tu peux vraiment aller sur des charges maximales ou au niveau cardio, tu peux vraiment pousser l'intensité de ton effort. Et après, les autres entraînements dans la semaine, que tu en fasses 1, 2 ou 3 de plus, cela c'est plus développé au niveau, par exemple si tu es dans un contexte CrossFit, développé au niveau technique, au niveau mouvement, au niveau respiration, au niveau d'enchaîner les mouvements, tous ces petits détails de préparation, mais vraiment essayer de concentrer tout ton travail sur 3 jours de la semaine. Et ensuite, même si tu fais des entraînements, par exemple CrossFit, les autres jours qui ne sont pas nécessairement des jours intenses, tu peux toujours faire ton entraînement à 80% ou à 70% et travailler sur d'autres qualités plutôt que juste travailler sur l'intensité tout le temps. Ça va te permettre d'avoir des jours intenses qui sont vraiment intenses et des jours tranquilles qui sont vraiment tranquilles. Plutôt que d'essayer de faire fort tous les jours et au final tu te retrouves à faire du 80% tous les jours parce que tu peux physiquement pas faire 100% 3 jours de suite. Parce qu'en sachant que si tu fais un effort maximal le lundi, soit sur un WOD ou sur une séance de renforcement, au niveau de ton système nerveux, ça va te prendre 48 à 72 heures pour récupérer et pour refaire cet effort intense derrière. Donc ta séance du mardi, tu as beau penser que tu es à 100%, tu n'es pas à ton vrai 100% parce que tu es encore en récupération du lundi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais j'arrive pas, moi je peux pas me fixer du lundi au vendredi, je m'entraîne tel ou tel jour. C'est D'accord. possible avec les horaires que j'ai. Ouais. Parce que du coup, si j'ai mes 2 jours de congé, je peux m'entraîner à fond. Ouais. Et pendant mes 2 jours de boulot, Ouais. je ralentis mais je m'entraîne léger. Ouais. C'est par rapport à ça. Alors,
je reviendrai à ce que j'ai dit au début, je ne sais pas si tu étais déjà là. Tu te poses le dimanche, tu regardes ta semaine de boulot, tes jours de boulot, tes jours de congé, et tu planifies ta semaine avec ce modèle en tête par rapport à tes jours de travail, tes jours de congé. Donc si tu as 3 jours de suite où tu bosses et ensuite 2 jours de congé, jour 1, ça peut être intense, jour 2, ça peut être tranquille, jour 3, ça peut être intense, tes 2 jours de boulot après, ça peut être vraiment tranquille ou même repos complet, et après tu peux enchaîner comme ça. Mais en gardant en tête, maximum, si tu veux vraiment faire les choses bien, ça va être 3 gros entraînements par semaine. Ça peut même, si tu veux faire plus, ça peut même être des jours où tu vas à midi et le soir. Tout à fait possible. Mais encore une fois, ton entraînement du jour d'après, il faut qu'il soit ajusté en conséquence. Il faut vraiment que tu baisses l'intensité pour vraiment récupérer ton gros jour d'entraînement. Il y a même Patrick Vellner, tu vois qui c'est? Il était dans les études, il a ses études, il bosse à côté et donc il avait 2 ou 3 jours par semaine pour s'entraîner. Et donc ces jours-là, il passait toute la journée à s'entraîner et les autres jours, il était à l'école ou il était au taf et il ne pouvait pas le faire. Et il arrive à évoluer au plus haut niveau dans le sport du CrossFit tout en ayant ce modèle-là, en sachant qu'il n'avait que 2 ou 3 jours, donc il fallait qu'il mette tout dans ces 2 ou 3 jours. Il faisait 4 ou 5 séances par jour sur ces 3 jours-là. Pour vraiment, il avait tout son volume qui était condensé sur 3 jours en fait. Tu vois, donc c'est possible de le faire. Après, il faut pouvoir récupérer derrière. Puis on n'est pas tous Pat Vellner, donc on ne peut pas tous faire comme ça, mais essayez de garder cette idée-là en général, et puis ça devrait t'aider à faire ça. Bon. Est-ce que quelqu'un a l'heure, s'il vous plaît? Ouais, c'est 11h. C'est 11h? Ok. Est-ce qu'il y a une dernière question? Monsieur, pas de question? Pas de question? Ouais, vas-y. Si tu tiens vraiment à une bonne résolution pour les notes, Oui. combien de temps pour voir de vrais résultats? Un mois, 2 mois, 3 mois? De quelle qualité tu parles en termes de résultats que tu veux voir? Perte de poids, définition? Gain de force et puis muscles qui se dessinent. Alors, en général, ça dépend d'où tu commences et puis chacun évolue à son propre rythme, donc c'est difficile de donner des chiffres exacts. Mais en général, je trouve que ça prend 6 à 7 semaines pour commencer à avoir des résultats. En ayant une fréquence de, disons, 2 fois par semaine, c'est là où tu vas commencer à ressentir une petite différence, peut-être voir une petite différence aussi. Mais après, ça dépend aussi de, par exemple, la nutrition que tu as à côté, ton rythme de vie, ton style de vie, ton sommeil, etc. Mais en général, je trouve que 6 à 7 semaines, tu commences à avoir des résultats. Après, si tu t'entraînes beaucoup plus que 2 fois par semaine, ça ira un petit peu plus vite, c'est clair. Mais je pense qu'il faut se donner un bon mois et demi avant d'espérer regarder dans le miroir et puis voir une image complètement différente. Okay, donc merci à tous d'être venus pour cette petite séance d'information. Je vous remercie grandement. Voilà.